Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire Ségur Vague 2 médecine de ville. Aujourd'hui, on va parler des exigences messagerie sécurité de santé avec Mike Gay de l'ANS et Sandra Malak de la DNS. Alors, vos micros et vos caméras sont par défaut coupés. Pour les questions, vous pouvez les poser soit dans la petite rubrique qui s'appelle questions-réponses. Et à l'inverse des webinaires précédents, ça ne va pas être dans la conversation parce qu'après, on ne peut pas les récupérer si on n'a pas pu y répondre pour pouvoir vous répondre après. Il faut que ce soit absolument dans la rubrique questions-réponses. Sinon, vous pouvez lever la main, auquel cas je peux débloquer votre micro et vous passer la parole. Voilà, il y aura un replay disponible, comme pour tous les précédents. Ceux de la semaine dernière, les replays sont déjà disponibles sur le site de l'ANS. Le lien est indiqué sur la page que vous voyez à l'écran. Voilà, et bien Mike, je te passe la parole et je vous souhaite un bon webinaire. Ton micro est coupé, Mike, alors du coup, c'est moins clair. Oui, mais merci de la précision. Merci, merci Magali. Bonjour à tous. Donc, première chose, déjà, ce webinaire s'adresse aux éditeurs de solutions logicielles. Hein. Donc, ici, on parle de ceux qui viennent se faire référencer et pas les distributeurs. Donc, ceux qui fournissent des briques logicielles éventuelles pour ces candidats. Donc, l'objectif de ce webinaire, il est bien entendu sur le périmètre de la MS Santé, c'est vous présenter les exigences liées à ce sujet et bien entendu le contexte de mise en œuvre de ces exigences. Et donc, pour essayer de faciliter un peu la compréhension et les précisions qu'on va vous fournir, on a regroupé ces exigences en thèmes. Et nous allons animer ce webinaire à deux voix, donc Sandra Malak et ensuite moi-même, Mike Gay. Sandra Malak, qui est directrice de projet Ségur numérique auprès de la DNS, et moi je suis responsable de l'espace de confiance à l'ANS. Donc, ici, nous présentons le sommaire que nous allons parcourir pour ce webinaire. Nous allons commencer par une présentation de l'outil Modco. Donc, c'est un environnement qui sert à présenter des preuves MS Santé. Ensuite, le premier thème qui regroupe des exigences d'intégration de l'annuaire santé, de la gestion des documents reçus par MS Santé et, dernier point, les exigences qui concernent les envois sécurisés vers la messagerie Mon Espace Santé. Le deuxième thème concernera l'intégration également des documents reçus par MS Santé, l'autoconfiguration des boîtes aux lettres MS Santé, donc on parlera d'API-LPS, la production et la conservation des traces et l'interopérabilité avec les opérateurs MS Santé, donc sur le périmètre de l'API-LPS. Donc, nous débutons par la présentation de Modco 2. Il est possible que ce soit de la redite pour certains qui étaient au webinaire de ce matin. Donc, pour parler de Modco 2, si on devait le résumer rapidement, Modco 2 est un environnement de référence qui représente un opérateur qui présente la fameuse API LPS. Donc, l'API LPS qu'on promeut depuis un peu plus de 3 ans. Donc, cette API a pour objectif d'avoir une interopérabilité parfaite, si je peux dire ça comme ça, entre un opérateur et un éditeur. Donc, l'idée étant que, de manière agnostique, un LPS puisse se connecter à un opérateur. Donc, cet environnement a deux objectifs. Premièrement, vous accompagner dans le développement, dans la mise en œuvre des exigences autour de l'API LPS. Donc, ces exigences, on les retrouve bien entendu dans le référentiel 2. Et au-delà de vous accompagner dans cette mise en œuvre, il vous permet de fournir des preuves pour votre référencement Ségur. Donc, cet environnement, en plus des tests, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, en plus des tests que vous allez pouvoir effectuer pour vérifier votre mise en œuvre, il vous met à disposition des balles accessibles à travers l'API LPS pour vos différents tests. Alors, pour accéder à cet environnement, quelques prérequis. En premier lieu, il faut déjà être inscrit sur Convergence, ce qui est fort possible pour un bon nombre d'entre vous. Il faut avoir accès à votre NIL,
Alors, on n'a pas été très inspiré sur ce nom parce que NIL fait référence tout de suite au numéro d'identifiant logiciel que le CNDA produit, mais en réalité, ce n'est pas le même. Il s'agit de la référence produite au sein de Convergence. Il y a une copie d'écran qui vous apportera des précisions tout à l'heure. Il faut que votre solution déclarée au sein de Convergence soit associée à une candidature, hein, à une démarche de référencement. Et point très important, c'est qu'il faut que vous ayez les droits de consultation de cette solution au sein de Convergence. Parce que si vous n'avez pas les droits de consultation, ben, vous ne pourrez pas inscrire ou voir le logiciel au sein de Modco 2. Parce que Modco 2 s'appuie sur les données déclarées dans Convergence et également sur le fournisseur d'identité ISC. Donc, Modco 2 hérite des droits que vous avez au sein de Convergence. Ben, pour réaliser les tests, il vous faut des identités de tests issues des CPX de tests que vous pouvez avoir et être déjà passé sur le bac à sable de Pro Santé Connect. Donc, savoir produire un jeton Pro Santé Connect typiquement. Alors, j'insiste une nouvelle fois sur les droits dont je parlais tout à l'heure. Typiquement, là, c'est une copie d'écran des démarches présentes au sein de Convergence. Donc, si vous avez la capacité de consulter la ligne du logiciel au sein de Convergence, connecté à votre profil, hein, bien entendu, ben, vous aurez la capacité d'inscrire ce logiciel au sein de Modco 2 pour pouvoir réaliser les tests nécessaires. Alors, si on passe concrètement sur Modco 2, donc le premier bandeau, la première copie d'écran que vous avez, ben, c'est l'écran d'accueil de Modco 2. C'est l'écran d'accueil de Modco 2, donc vous aurez le lien d'accès à Modco 2 un peu plus bas dans la présentation. Mais lorsque vous arrivez, on vous demande de vous connecter. Et lorsque vous cliquez sur le bouton connexion, ben, vous avez affaire aux écrans de ISC. J'imagine que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont sur Convergence connaissent ces écrans qui vont vous demander une authentification plutôt double facteur. Et une fois l'authentification réalisée, ben, vous revenez sur la copie d'écran qui est en bas, qui est vraiment la page d'accueil. Une fois que vous êtes authentifié sur Modco 2, vous avez la possibilité de venir créer un nouveau compte. Alors, entendez par créer un nouveau compte, enregistrer la solution que vous souhaitez venir faire tester au sein de Modco 2. Alors, après arrivent ces écrans. Alors, il faut lire ces écrans de gauche vers la droite. Donc, dès que vous cliquez sur Nouveau compte, et voilà, cet écran s'affiche avec 3 champs. Le premier champ est une liste déroulante, en réalité, et va s'afficher dans cette liste déroulante tous les logiciels déclarés au sein de Convergence sur lesquels vous avez des droits. Donc, si vous vous rappelez la copie d'écran d'avant, j'avais 2 lignes. Ben, je retrouve ces 2 lignes ici, avec leur référence produit 26, 21, 26, 26, qui correspond au NIL au sein de Modco 2. Donc, pas de peur, on vous guide sur le choix du bon NIL au sein de Modco 2. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que c'est vraiment une liste déroulante. Et ensuite, ben, on vous demandera de saisir 2 identifiants. Donc, un identifiant national PSC, entendez par là l'identifiant de la personne physique de test, voilà, l'ID national, et ensuite l'identifiant national haute CLI, qui correspond à l'identifiant national de la personne morale de test. Alors, il faut savoir que ces 2 identifiants nous servent à créer les boîtes aux lettres qui vous seront mises à disposition après pour vos différents tests. Et dès que vous validez, ben, vous avez une pop-up tout en bas qui vous informe qu'il faut attendre 24 heures avant de pouvoir utiliser les boîtes aux lettres qui sont créées et le compte que vous aurez créé sur Modco 2. Et donc, bon, désolé, hein, quand je faisais la copie d'écran, ben, je n'ai pas attendu 24 heures à la création des identifiants, mais ça donne ça une fois que les logiciels sont enregistrés. Et donc, sur cet écran, tout à droite, à la place de en cours de création, ben, vous avez créé et à la place d'indisponible, ben, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder à l'outil. Donc, vous retrouvez vos 2 lignes ici et je précise bien, que voilà, ces identités doivent être issues de la carte de test. Autre précision aussi, quand même à apporter, qui a son importance, c'est qu'il vous faudra une carte de test par logiciel enregistré au sein de Modco 2. Donc, vous ne pouvez pas partager les mêmes identités avec 2 logiciels différents. Tout simplement parce que ces identités nous permettent de créer des boîtes aux lettres, d'accord, qui seront liées à la solution que vous avez enregistrée dans Modco. Et ici, typiquement, ben, vous avez ici
une copie d'écran du webmail. Hein. Donc, un webmail, vous aurez 2 boîtes aux lettres hein, qui sont accessibles. Et ce webmail, bon, déjà, il y a l'accès fonctionnel et vous pouvez y accéder aussi par interface APLPS pour vos tests personnels et aussi les jobs qui seront à lancer dans votre code. Donc, une fois l'enrôlement de votre solution effectué, lorsque vous rendez sur la page d'accueil de Modco 2, donc là, on a cliqué sur le lien qui devient disponible les 24 heures passées. Et ça, c'est la page d'accueil de Modco 2 où vous avez accès aux informations de Modco 2, des informations d'Indispo. Alors, elle n'a pas été mise à jour courant cet été, mais là, depuis le début de ce mois, on va s'attacher à la mettre à jour à chaque fois qu'on aura une Indispo. Vous avez accès au guide utilisateur. Alors, j'invite vraiment tout le monde à passer au moins une fois sur le guide utilisateur parce que vous avez beaucoup d'informations, ne serait-ce que le mot de passe du webmail et des informations sur les différents tests que vous allez jouer. Et en dessous, alors ce n'est pas présent sur la copie d'écran, vous avez les conditions générales d'utilisation de l'environnement. Alors, si on continue, donc je ne l'ai pas précisé, mais lorsqu'on clique sur le lien qui est encadré en rouge, ben, on arrive sur cet écran avec un bandeau à gauche qui donne accès aux différents jobs. Donc, dès que vous cliquez sur l'icône job, ben, vous arrivez sur la copie d'écran de droite. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que voilà, vous avez 39 tests, devrais-je dire, sur l'environnement Modco 2 qui sont en 2 grands thèmes. Le premier thème qui n'est pas déplié, que vous voyez sur l'écran de droite, ce sont les cas de test de référencement Ségur. Donc, dans notre jargon, on les appelle les tests globaux. Ben, ces tests vont permettre de lancer tous les tests unitaires correspondants qui sont en dessous. Donc, le deuxième thème, ce sont les cas de test unitaires ben, qui représentent, vous avez un test par exigence à valider au sein du référentiel. Typiquement ici, le test qui est encadré correspond à une authentification par certificat en version IMAP. Vous avez la même chose en version SMTP et vous avez une exigence qui est décrite dans le référentiel 2 qui correspond. Donc, si vous avez besoin de contexte plutôt, et plus de précision, n'hésitez vraiment pas à vous référer au référentiel 2 pour avoir ces informations. Donc, dès que vous cliquez sur le cas de test, ben, vous avez cet écran qui s'affiche et dans chaque test unitaire, vous avez le contexte des prérequis, je vais dire ça comme ça, vous avez les prérequis d'exécution et les actions à effectuer pour pouvoir lancer le test. Donc, vous l'avez dans tous les tests et bien entendu, la précision de l'exigence à laquelle ça correspond dans Donc, une fois les prérequis réalisés et la préparation du test, ben, vous avez le bouton en bas à droite, hein, Run Job Now, qui s'affiche en vert et il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Donc, vous lancez le test et juste après, ben, vous avez le résultat du test. Alors, lorsque votre test est passant, ben, ça se voit assez vite hein, parce que vous avez le résultat qui est en vert, hein, en plein milieu, et à droite, vous avez un ID. Et c'est cet ID qui vous sert de preuve pour valider vos exigences au sein de votre référentiel. C'est cet ID qu'il faudra saisir sur la plateforme Convergence. Si je continue, je vous explique un peu comment fonctionne Modco. Lorsque vous effectuez des tests, ben, le logiciel est en version mode debug, donc il est très verbeux. Et justement, Modco va analyser de manière automatique, hein, il n'y a vraiment pas d'humain derrière, de manière automatique, ben, les logs des échanges entre Modco et votre logiciel. Et à partir de là, on arrive à conclure si votre test il est passant ou pas. Et donc, en cliquant sur le bouton de Node que vous avez ici en haut à gauche, ben, vous avez accès à la totalité de ces logs. Et vous pouvez identifier les logs qui correspondent à votre solution par l'identifiant. Donc, vous avez vu, c'est marqué ici 3044. Donc, si je me permets de revenir sur la slide d'avant, vous avez votre identifiant qui est là, 3044. Donc, vous le retrouvez au sein des logs pour pouvoir analyser éventuellement ce qui ne convient pas. Donc, juste après, ben, je vous mets un exemple. Lorsque le test est en échec, bon, ça se voit aussi rapidement. Et donc, dans un premier temps, comme je le disais, vous pouvez analyser vos logs et voir
et voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Une précision sur ces résultats de test de Modco 2. Il faut savoir que de construction, Modco 2 doit apprendre. Modco 2 aujourd'hui, en termes de vie, à 1 an et 3 mois à peu près. Et donc, en face, vous imaginez bien, on a plusieurs types d'implémentation. Et donc, si je prends un cas concret, lorsque vous avez un test qui consiste à rejeter un certificat qui serait expiré, en fonction de l'implémentation, les logiciels ne répondent pas de la même manière au niveau des logs. Et donc, Modco 2 doit apprendre à chaque fois. Et donc, on a fait évoluer à chaque fois Modco. Lorsqu'un test, on avait un faux positif. Ce que j'appelle le faux positif, c'est que vous lancez le test au sein de Modco, vous savez que votre logiciel, ça se voit dans les logs, rejette le certificat, mais Modco vous fait un cas d'échec malgré tout. Dans ce genre de cas, c'est un faux positif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On analyse, lorsque vous vous rapprochez de nous, on analyse vos logs et on fait évoluer une liste de patterns. Ce sont nos mots techniques, une liste de patterns chez nous pour que Modco 2, à la présentation de vos logs, la prochaine fois, puisse valider votre test. Donc, lorsque vous êtes dans ce genre de cas, n'hésitez vraiment pas à prendre attache avec nous. Voilà, vous avez la boîte aux lettres derrière laquelle nous on est, nos équipes support, renseigner Modco 2 entre crochets en début de votre objet pour une prise en charge plus rapide. Et voilà, donc vous n'hésitez pas à mettre l'identifiant de votre job pour qu'on analyse ce qui s'est passé au niveau de vos logs. Et juste au-dessus de la balle, vous retrouverez le lien d'accès à Modco 2 et bien entendu la documentation technique. Mike, tu as ton micro coupé et si tu as le temps pour 2 petites questions. Ton micro est coupé, Mike. Ah, ouais. Oui, écoute, je crois que j'ai eu un petit bug sur la machine. D'accord. Je ne sais pas à quel moment il y a eu le bug. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de présenter l'accès aux outils et la documentation ou pas. Désolé. Non. Mais est-ce que tu prendras 2 petites questions après? Oui, totalement. Je terminais en indiquant un peu comment nous joindre en utilisant la balle Mon service client et surtout en préfixant l'objet de Modco 2 pour que nous, on puissions prendre plus rapidement les demandes qui nous arrivent. Et juste au-dessus, il y a le lien vers la documentation et l'accès à l'outil. Ok, super. Alors, il y a une question. Alors, comme c'est que des acronymes et que vraiment, je ne comprends rien, est-ce que tu peux aller dans le fil questions-réponses? J'y vais. J'y suis. Alors, ouais. Elle est de Monsieur Joël Brouzé. Concernant la partie PSC, il s'agit du bac à sable PSC communautaire ou EDC pour l'APLPS. Alors, côté MS Santé, la partie communautaire est suffisante pour pouvoir faire de la MS Santé avec les opérateurs MSS. Mais je sais que pour les éditeurs, vu que vous êtes sur d'autres axes, il est souvent demandé d'aller au niveau espace de confiance, c'est ça l'acronyme EDC, ça marchera tout autant. Voilà. Mais il faut savoir que ici, l'environnement Modco 2 n'est pas spécialement lié au bac à sable. Vous avez besoin de passer au bac à sable pour que vous sachiez fournir un jeton Pro Santé Connect. Donc, dans un des tests Modco 2, on va vous demander de produire un jeton d'authentification et on va vérifier la structuration du jeton, pas forcément les données qui sont à l'intérieur. Donc, la partie communautaire, qui est le premier niveau, est totalement suffisante pour l'API MSS. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Il y en a une autre. Il y a un pouce en l'air. Alors, celle de Monsieur Martin, comment pouvons-nous retrouver les précédentes exécutions? Je vois que nous avons déjà réalisé des tests, mais je ne retrouve pas ces exécutions. Alors,
concernant mode code 2, il faut que vous notiez vos exécutions. Alors, malheureusement, l'outil est un peu limité à ce niveau-là, en ce sens que c'est vraiment binaire. Lorsqu'on est admin, on a accès à l'historique. Lorsqu'on ne l'est pas, ce qui est le cas des candidats qui arrivent dessus, ben, on n'a pas accès à l'historique. Il faut juste noter son numéro pour pouvoir le retrouver après grâce au lien. Donc, la solution, c'est de noter ses exécutions. J'ai cru voir un message, mais plutôt dans le chat. N'hésitez pas à écrire, dans l'onglet questions-réponses, s'il vous plaît. C'est un peu plus pratique. La question, c'est quelqu'un qui ne trouve pas Ah. J'étais en train de répondre. Si vous ne trouvez pas la petite rubrique questions-réponses dans le bandeau du haut, parfois elle se cache dans les 3 petits points avec autres. Ouais. Et là, vous trouvez questions et réponses. Bon, écoutez, posez votre question dans le chat. Hein. Et sinon, oui, au pire, voilà. Oui, bien sûr. Je les prends quand même. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas dans l'application Teams. Alors si, puisque nous, on est dans l'application Teams, mais des fois, quand l'écran est resserré, il faut aller le chercher dans les 3 petits points autres actions. Et bah, ceux qui n'y arrivent pas, poser les questions dans la conversation, on va s'organiser. Je les copierai de l'autre côté pour nous, et puis voilà. Ah, bon, oui, c'est sur le navigateur apparemment. Apparemment, dans le navigateur, c'est bon, mais pas sur l'appli. Monsieur Thau, n'hésitez pas à utiliser le chat. Hein. Posez vos questions dans le chat. On s'arrange. Bon, écoute, en attendant, je pense que tu peux continuer. Très bien. Bon, dans ce cas, on va aller sur les points d'après. Juste que je retourne mon écran. Alors, on était sur la partie questions-réponses. Et donc, je vous propose de passer au deuxième point. Et l'idée est de vous apporter quelques précisions sur ces 3 thèmes qui sont l'intégration de l'annuaire santé, la gestion des documents, je ne suis pas MSS, et les envois vers mon espace santé. Je passe la parole à Sandra. Merci Mike, merci Magali. Alors, on avait déjà un certain nombre d'exigences dès la vague 1 en médecine de ville sur l'intégration MSS avec ce qui était appelé la liste transversale, qui était en fait un espace transversal au sein des logiciels dédiés à la réception des messages MSS et parfois d'autres types de messagerie où les professionnels reçoivent les documents. Et cet espace interfacé avec leur MSS permet une intégration facilitée directement des documents reçus au sein de leur logiciel. Donc, ce qui était requis déjà en vague 1, c'était d'afficher dans le logiciel une liste de travail transversale des documents reçus par MSS. Alors, le terme liste de travail avait posé un certain nombre de difficultés, mais du coup, on le dira de toutes les façons possibles, et y compris pour les vérificateurs. Cette liste de travail, c'est bien cet espace où on reçoit les messages, et ce, de façon transversale. C'est pas pour un patient donné, c'est je reçois tous les documents au fur et à mesure. Et donc, ça peut être dédié à la MSS, mais donc potentiellement à d'autres messageries historiques qui actuellement envoient également des documents médicaux. Et donc, cette liste de travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet la visualisation facilement du patient concerné par le document, du type de document, par exemple un compte rendu de biologie, de la date de génération du document ou de la prise en charge si c'est par exemple une aide de liaison sortie d'un établissement. Cette liste de travail, depuis la vague 1, il était exigé de pouvoir l'associer au bon dossier patient, pouvoir envoyer le document dans le bon dossier patient. Et en un clic, si l'INS matchait parfaitement, entre l'INS du document reçu et l'INS connu pour le patient dans le logiciel. Et puis, s'il n'y avait pas de patients qui matchaient directement, de pouvoir avoir une recherche approchante et avoir un rattachement à un autre dossier par comparaison des traits d'identité. Uniquement pour le compte rendu de bio, il était demandé de pouvoir gérer les mises à jour suppression.
Donc c'est une fonctionnalité qui était présente en vague 1 et qu'avec la vague 2, on va proposer de venir, étendre à d'autres types de documents, à travers notamment, on y reviendra dans un instant, l'exigence, LGC MSS UX 05 et du coup, quand, dans cette liste transversale des messages reçus, un professionnel reçoit l'information de l'émetteur qu'il y a une nouvelle version du document ou que le document, émis a été supprimé, il faut que, le professionnel en soit notifié et soit puisse supprimer le document si, il y avait une erreur, dans le document, soit, puisse, avoir, une version, plus à jour du document et venir, afficher dans son logiciel en première intention la version la plus à jour. Hem Après, on va y revenir. Il y a un certain nombre d'autres exigences, autour, hein, de cette exigence, de base, qu'on demandera également dans le Ségur Vague 2. Par exemple, depuis la liste de travail, l'identification des documents déjà intégrés dans le système. Donc c'est la diapositive, suivante, Mike. Donc là, dans l'illustration, vous avez, à droite, un peu ce à quoi ressemble, hein, cette, liste transversale des messages, reçus, dans un des logiciels de médecins. Hem Et on vient affiner un petit peu ce qu'on attend autour de cette liste des messages reçus. Comme j'ai dit, donc, il y a aussi la question de la suppression du versionning des documents. On demandera aussi d'en faciliter un peu l'affichage, hein, sous ton contrôle, Mike, dans le référentiel client de messagerie, il est attendu que, l'ensemble des intitulés des objets de mail commencent par, XDM et cetera et on sait que c'est pas toujours, très ergonomique pour le professionnel, donc on vous demandera de supprimer cette partie-là dans la liste des documents pour qu'il ait d'emblée, les éléments, médicaux qui l'intéressent. On demandera également d'afficher, l'origine, du document. Est-ce que c'est un document venant d'un patient, depuis directement la messagerie de son espace santé ou est-ce que c'est une messagerie, un message venant d'un professionnel? On demande, également, de pouvoir, informer l'utilisateur si un document a déjà été intégré dans le système. Donc, c'est les exigences que vous voyez ici au milieu qui, touchent à, tous ces éléments visant à faciliter, l'intégration des documents et faciliter autant que faire se peut également le fait que, les professionnels arrivent à dédoublonner, s'ils reçoivent en plusieurs versions le même document avec notamment l'int 18 par exemple, une exigence interop, ou, à versionner s'ils reçoivent une nouvelle version. Également des exigences qui viennent compléter les exigences annuaires et c'est, directement issu de l'expérience de la vague 1, la recherche multicritère de l'adresse MSS. Donc on sait que, un certain nombre d'informations sont présentes dans l'annuaire et que parfois, bah, les patients sont pas toujours extrêmement, précis sur les informations qu'ils nous donnent pour nous aider à retrouver, leur cardiologue, gynécologue, ophtalmologue et autres et donc si on veut pouvoir être sûr, de trouver la bonne adresse, MSS et bah, il faut qu'on puisse, noter Dupont et puis, bah, aussi apporter d'autres informations parce des docteurs Dupont, il y en a quelques-uns en France donc par exemple son code postal ou le cardiologue ou bien, «Ah ben oui, mais moi je vois la gynéco sur la place de l'église, c'est quoi son nom?» Bah, du coup, il faut qu'on puisse renseigner, différentes tranches d'informations pour pouvoir trouver, avec le plus de chances possible, le bon correspondant du patient et puis également afficher des informations le plus complètes possible. Avant, Clémentine Join et avant Magali, nous avions, la chance d'avoir à l'ANS, dans la task force médecine de ville, un collègue cardiologue, qui s'appelait Christophe Thébault et qui avait un homonyme, qui, portait exactement le même nom, qui était généraliste dans le même département et il y avait régulièrement, des réceptions MSS, croisées entre eux. Donc, il sera important de pouvoir afficher non seulement, le nom, le prénom, mais également la spécialité, par exemple. Donc on vient préciser, tous les éléments, à afficher pour être sûr que, on envoie au bon, Christophe Thébault, en l'occurrence et de façon générale, au bon correspondant du patient. Et on demande aussi, à ce que, pour un patient donné, on puisse, enregistrer, son cercle de soins, ses professionnels de santé, correspondants, qui peuvent être des médecins, mais qui peuvent, aussi être d'autres professionnels qu'on retrouvera, dans l'annuaire et de suggérer, quand on écrit un message, de renvoyer vers l'annuaire pour trouver la bonne adresse MSS, donc des exigences, qui viennent compléter les exigences, annuaires de la vague 1. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas précisées, mais j'imagine que vous les avez vues par ailleurs. Du coup, je me permets de le rajouter. On n'est pas exactement sur de l'UX, on est au contraire sur de la technique. Mais l'annuaire a évolué entre la vague 1 et la vague 2. Désormais, il existe sous forme d'une API Fire et donc il est tout à fait possible d'intégrer également l'annuaire sous forme de cette API et pas nécessairement sous la forme d'un extract.
XLS. Et ça, c'est où vous pouvez également aller chercher le LDAP. Ça, c'est à votre convenance. On l'a précisé dans les commentaires des exigences. Cela vous appartient. Dernier point ergonomique UX sur la MSS, c'est concernant la messagerie patient. On a eu, là aussi, c'est directement un retour de la vague 1. Il était requis dès la vague 1 de pouvoir écrire à un patient et donc sur son adresse de sa messagerie de son espace santé, mais alors qu'on sait que l'adresse patient, c'est donc l'INS suivi de @patient.mssanté.fr. Parfois, certains éditeurs n'allaient pas jusqu'au bout de la démarche de simplification pour le professionnel, et ce qui fait que le professionnel devait lui-même reconstruire l'adresse, ce qui n'était pas très pratique à partir de l'INS qu'il avait qualifié en rajoutant les mots complémentaires @patient.mssanté.fr. Donc là, on demandera à ce que ça puisse se faire automatiquement à partir de l'INS du patient, qu'on reconstruise cette adresse, et également qu'on affiche d'emblée le bon nom du patient, puisqu'on est capable, au-delà d'afficher 1, 78, etc., donc juste son INS/NIR, qu'on puisse afficher son nom quand il est en train de rédiger, quand on reçoit un message d'un patient et qu'on lui réenvoie un message, ce qui évidemment est une simplification d'usage. Je vois pas Magali si ça donne lieu à des interrogations. Oui, il y a quelques questions. Alors, tiens, une première. Comment se présente un mail MSS de suppression de documents? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse en l'état parce que j'en ai pas vu particulièrement. Mais je pense que là, on fait le lien entre, enfin, les instructions doivent être au niveau de la PFI et du DPI. Je vais prendre la question. Je vais prendre la question et je vais apporter la réponse. Alors, je vais juste Ok. prendre le nom de la personne. Tu vois dans les questions, là, c'est Camille Dans la question. Durour de Médis. Très bien. Ben, écoutez, je prends la question et je vous apporte la réponse. Et alors ensuite, une question de Paul Toth. Est-ce qu'un Ouais. mail avec un titre XDM/ a vocation à être affiché comme mail, ou peut-on considérer que c'est un transfert de documents au format IHE XDM qui doit être intégré dans le dossier patient et traité en fonction de son contenu? Exemple, alerte si résultat de biologie hors norme. Alors, je prends la première partie de réponse, Sandra. Peut-être qu'après, ça concernera la liste, enfin, la liste de travail. Ben, oui, effectivement, si ça arrive par l'AMS Santé, c'est d'abord un mail. Ça, c'est certain, c'est d'abord un mail. Après, on déclenche éventuellement des actions automatiques. Mais ça doit être affiché dans un premier temps en tant que mail et les automatismes démarrent après. Ouais, du coup, je te rejoins complètement, Mike. On voit actuellement que ce qui est contenu dans les échanges MSS, c'est à 98% des documents avec des IHE XDM. Donc, effectivement, c'est essentiellement des documents, mais on a aussi des enjeux de dialogue entre les professionnels et de dialogue avec les patients en MSS qui vont s'étendre. Et donc là, on est typiquement sur des situations où on n'échangerait pas juste un IHE XDM, mais où je pourrais demander, tiens, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir récemment un confrère, telle ou telle personne, et qu'est-ce que vous pensez de sa situation? Et pareil pour un patient donné, du coup, il demande un envoi d'ordonnance, du coup, il m'envoie pas un IHE XM, il m'envoie bien un texte dans le mail que je dois être capable de lire. Donc, si on veut pouvoir avoir une ergonomie satisfaisante de ce client de messagerie intégré en quelque sorte, et que ça puisse servir au médecin sans qu'il ait besoin d'aller sur son webmail en permanence à côté, c'est important qu'il puisse avoir. Du coup, Alors, dans le cas, Oui, vas-y. dans ce Sinon, cas, je il peux ne vous comprend donner pas un le XDM. micro. Ouais. En effet, dans ce cas-là, il ne comporte pas un IHE XDM. Alors, ça ne concerne pas la médecine de ville directement, mais une exigence qu'on a mis, par exemple, en imagerie, et que pour l'envoi de documents invisibles DMP, donc dans les cas spécifiques des consultations d'annonces, on envoie en parallèle
l'information par MSS dans ce même message en disant « ce document a été envoyé au DMP par invisible et fait l'objet, doit faire l'objet d'une annonce ». Donc là, on voit qu'au-delà de l'IHE-XDM, il y a une information qui est contenue dans le corps du mail qui peut être intéressante aussi. Donc effectivement, parfois, les corps de mail sont juste des documents techniques. Veuillez trouver ci-joint le document de telle personne venant de tel établissement. Mais parfois, on a aussi des informations plus médicales. Et donc là, par exemple, on l'a demandé pour que l'imagerie soit capable d'envoyer ça. Donc notre préconisation, et ça, j'ai un trou, Mike, je ne sais plus si dans le référentiel client de messagerie, on venait préciser qu'il fallait obligatoirement pouvoir lire le contenu du mail, pas juste traiter l'IHE-XDM. Ben, si on parle d'intégration, effectivement, ça va concerner la pièce jointe, mais oui, on doit pouvoir accéder au contenu du mail. Ça, pour moi, c'est classique. Il n'y a pas de. Enfin, nous, on ne précise pas effectivement est-ce qu'il faut pouvoir lire le contenu du mail, mais pour moi, ça va de soi. Si on arrive à traiter la pièce jointe, c'est que forcément, on devrait pouvoir accéder au contenu du mail, au corps du mail, devrais-je dire. Par contre, c'est vrai que dans le Ségur, on ne va pas très loin dans ce qui est exigé en termes de client de messagerie, d'ergonomie du client de Non. messagerie, ce qui doit être affiché. Mhm. On ne redécrit pas l'ensemble de ce que doit être un client de messagerie. Alors, question d'après ou d'avant. Au niveau de l'interface d'envoi de messages MSS, est-ce qu'il doit être possible de rechercher sur n'importe quel critère et pas seulement nom, prénom? Ouais, c'est l'idéal. C'est l'idéal ou c'est obligatoire? On définit un minimum. Alors, obligatoire, non, mais nous, on définit un minimum en termes de recherche, hein, puisque je pense qu'on doit parler de recherche annuaire. On définit un minimum, et bien entendu, tout ce qui vient en plus pour aider la recherche du PS, elle est bienvenue. Du coup, en fait, c'est la combinaison des MSS Conv20 et des MSS UX41. Donc, la MSS Conv20, on dit quand j'écris un message, je dois pouvoir rechercher dans les données de l'annuaire. Mais bon, on peut aussi avoir cette recherche directement associée à l'interface patient dans sa base de correspondants. Donc ça, on a mis une petite souplesse en commentaire sur la MSS Conv20. Et puis après, dans la MSS UX41, on dit que quand je fais une recherche dans l'annuaire, je dois pouvoir rechercher sur l'ensemble des critères. Donc en combinant les deux, ça veut dire qu'effectivement, quand je recherche un mail, je dois pouvoir un professionnel pour lui écrire, je dois pouvoir rechercher sur l'intégralité des critères. Maintenant, du coup, à vous de trouver l'ergonomie qui convient le mieux pour que ça marche de façon la plus simple pour le professionnel. OK. Autre question concernant l'exigence de savoir si le document de la liste est déjà intégré. Si le mail n'est plus disponible dans la liste une fois le document intégré, est-ce que c'est bon? Je n'ai pas compris. Du Moi coup, non si le plus. document a cherche, déjà, si on a l'IHE-XDM qui a été intégré, donc avec les caractéristiques d'identité du document, le setID, etc., même si j'ai supprimé le document, si je reçois de nouveau le même document, le nouveau document que je vais recevoir, s'il est exactement identique, aura des caractéristiques d'identification de document, par exemple, qui seraient identiques. Donc même si j'ai supprimé le mail, je suis capable de dire que c'est le même document. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si jamais vous voulez préciser, vous levez la main et je débloque votre micro. Hop, je vais quand même débloquer le micro. Voilà. Donc, moi, il est débloqué de mon côté. Il faut activer juste le micro de votre côté. Non, ça n'a pas marché. Je le refais. Voilà, là, c'est bon. Vous pouvez débloquer votre micro. Voilà. Oui, bonjour. Non, en fait, c'était juste une question au passage, parce que vous expliquez sur la liste transversale que il fallait qu'il y ait une info comme quoi le document avait déjà été intégré. En fait, c'était dans ce sens-là, en disant, personnellement, nous, dans notre liste de travail, s'il est déjà intégré, en fait, il n'apparaît plus dans la liste puisqu'il est déjà traité, en fait. C'était ça, en fait. Hein, c'était juste pour clarifier ce point-là. Merci. Ok. Quand vous déposerez vos preuves, il faudra bien l'expliquer et du coup montrer comment on peut retrouver l'information que ça a déjà été traité, certainement. OK. Autre point, il a été dit ce matin qu'il n'était pas possible de tester l'envoi de mail à la MSS citoyenne.
pas une Et question. justement, j'étais en train de répondre, c'est que la précision est que mode code 2 ne peut pas faire d'envoi vers la MSS citoyenne. C'est un environnement de test mode code 2 qui est totalement isolé. Donc, les balles mode code 2 n'envoient des messages qu'aux balles mode code 2. C'est pour ça qu'on vous en crée deux d'ailleurs pour que vous puissiez faire vos tests. Voilà. Bon, j'ose quand même, je sais qu'il y a un sujet de mise à disposition d'un environnement de test côté assurance maladie qui démarre doucement, mais voilà, on y travaille, on espère pouvoir mettre à disposition, que nos confrères, nos collègues plutôt, devrais-je dire, de l'assurance maladie mettent à disposition de manière généralisée cet environnement de test. Voilà. Et donc, l'idée étant que chacun puisse apporter des preuves sur ce sujet, faire ses envois vers la messagerie patient de test, je précise bien. Et dès qu'on aura plus d'infos, on pourra faire des communications en ce sens. OK. Aujourd'hui, mode code 2 n'adresse pas la messagerie patient. Autre question, est-il possible de recevoir un mail qui contient à la fois un document structuré et des documents non structurés qui n'ont aucun rapport avec le IHE XDM? Techniquement, oui, c'est totalement possible. Est-ce que c'est souhaitable? La réponse est non. Parce qu'il est préférable d'avoir un document structuré dans un mail pour les automatismes qui ont pu être décrits par Sandra tout à l'heure. Donc non, il est préférable d'avoir un mail qui présente en pièce jointe que les documents structurés. Et sous ton contrôle, c'est même quelque chose qui est requis dans le cadre du référentiel client de messagerie. Alors, quand tu dis requis, c'est-à-dire qu'il y ait un document structuré par message, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que nous recommandons. Il peut y en avoir plusieurs, mais c'est toujours des IHE XDM. C'est, par exemple, on va avoir la de liaison, l'ordonnance ou le CRO d'une sortie d'hôpital dans un même MSS, mais par contre, du coup, en non structuré, ce sera toujours le PDF associé. Le PDF qui accompagne. Qui accompagne, mais on ne viendra pas mettre une JPEG, par exemple, en plus d'un IHE XDM. On est en phase. Ceux qui ont des mains levées, votre micro est débloqué, donc vous pouvez juste parler. Oui, bonjour Monsieur Toth. Je reviens sur ma question et je complète celle juste avant. C'est que en fait, il y a un double usage de la messagerie qui est assez désagréable. On transmet des documents avec des sujets de mail avec une en-tête spécifique. C'est pratique pour les retrouver, hein. Moi, je fais des requêtes IMAP pour les identifier. J'extrais les IHE XDM et je les intègre directement dans les dossiers patients. Et si effectivement ce mail ne pouvait contenir que cela, il pourrait être juste supprimé. Si maintenant le praticien veut mettre un message complémentaire, il peut mettre un deuxième mail à la rigueur. Mais ça simplifierait beaucoup les usages si on pouvait séparer ce qui est conversation mail de transfert de documents, en fait. D'accord. Donc, éventuellement, préciser, travailler pour voir si on peut préciser cette pratique. C'est-à-dire poser dans les référentiels le fait que ces mails on va dire, à intégration automatique, si je peux dire ça comme ça, ne contiennent pas de texte qui pourrait éventuellement être de la donnée médicale perdue, si jamais vous la supprimez derrière. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, moi, ça me paraîtrait plus logique comme démarche. D'accord. Écoutez, je note le point. Merci. À vérifier quand même que ce soit partagé, une vision partagée. À instruire. Je dis instruire. Je note, bien entendu. Il suffit de consulter la boîte mail d'un médecin pour constater qu'il y a beaucoup de documents et que si on peut lui simplifier le travail, c'est mieux. Alors, concernant l'envoi MSS patient, il semble que la V2 intègre le fait que l'envoi est possible si l'identité n'est pas qualifiée ou non. Si nous avons l'INS renseigné par la carte vitale ou PS, je n'ai pas compris, j'ai du mal à lire. Je sais pas si. Ouais, du coup, comme l'INS, comme l'adresse MSS du patient et en fait l'INS qui dans la majeure partie des cas est le NIR auquel on rajoute patient.mssanté.fr, du coup il est possible d'écrire un patient même dans le cas où on est par exemple au statut INS récupéré ou même de le reconstruire à partir du NIR du coup pour un patient dont on sait qu'il est ouvrant droit et pas ayant droit puisqu'un ayant droit a son propre INS mais partage son NIR avec ses parents par exemple. Donc c'est possible et on est venu à préciser les conditions techniques qui étaient les conditions techniques du référentiel client de messagerie avec le contrôle de clé de sécurité dans l'exigence.
OK. Et Joël continue avec une question qui est concernant l'annuaire, le LDAP. Est-il toujours fonctionnel ou faut-il absolument migrer sur l'API? Alors, bon, j'y ai apporté une réponse, mais je le dis pour tout le monde, non, non, le LDAP, pour l'instant, il reste fonctionnel. Effectivement, l'API Fire est en train de prendre sa place, mais le LDAP reste disponible. Okay. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si, il y a une question de Yves Martin. Je n'ai pas refait l'inventaire des exigences MSS actualisées, mais est-ce que les documents réceptionnés spécifiques, par exemple, pour lesquels des données anormales sont attendues, est accessible ou faut-il en générer un? Donc, il était attendu depuis la vague 1 de mettre en évidence pour les comptes rendus bio qui intègrent des normes de référence. S'il y avait des données en anormal inférieures ou au-delà de ces normes de référence et quelle était la criticité de ces informations. Et donc, il y avait des modèles de comptes rendus bio qui étaient mis à disposition. C'est toujours le cas. Donc là, il y a des modèles de l'équipe Interop nous a remis, dans le cadre du webinaire vendredi matin, tous les modèles à disposition dont un certain nombre contiennent des données anormales. Maintenant, est-ce que dans le cadre du répondeur MSS qui a évolué, hein, Mike, sous ton contrôle, on peut envoyer des comptes rendus de bio avec des données anormales? Alors, on a des modèles CD avec des données anormales, ça c'est sûr. Est-ce que c'est ceux qu'on va envoyer dans le cadre de la nouvelle version du répondeur MSS? Alors ça, il faudrait que je me rencadre parce qu'effectivement, aujourd'hui, on l'a fait évoluer et d'ailleurs, on doit communiquer largement dessus. On a un répondeur qui est en capacité de renvoyer tout document structuré présent dans le CISIS. Et je me rapproche des équipes Interop pour savoir est-ce que dans cette liste-là, on a ces documents structurés qui répondent à cette demande-là. Donc, je vais le noter. Mike, je peux peut-être répondre. Oui, oui. Pour moi, l'outil, il n'est pas encore ouvert, hein, effectivement, comme tu le dis, Mike. Par contre, il va permettre de solliciter tout document CDA existant sous forme de modèle dans Gazelle. Donc, il va fonctionner en prenant l'identifiant de ce document et en le demandant à travers notre outil. Donc, s'il existe effectivement, ce que je ne sais pas, des documents CDA avec des données anormales, ça sera possible dans Gazelle. Hop, du coup, je vais chercher je vais mettre dans la conversation et on renverra vers le doc partagé par l'équipe Interop qui nous mette les exemples CDA, y compris les comptes rendus bio avec des résultats en anorme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Bon. Je voulais revenir sur une question, d'ailleurs, merci Edouard, parce qu'Edouard a apporté la réponse. Mais la question concernait justement la typologie ou à quoi ressemblait un mail MSS de suppression de documents. Et donc, Edouard précisait que cette suppression n'est pas portée par l'AMS en elle-même, la suppression est indiquée dans le document structuré. Voilà, donc, l'action se passe au niveau DPI. Et donc, côté MS Santé, c'est un envoi classique, mais seulement le document qui arrive va porter la mention de document structuré. Voilà. J'espère que ça répond à la question de Madame Duro, je crois. Si pas d'autres questions, je vous propose dans ce cas de passer au thème d'après. Alors, le dernier thème qui concerne l'auto-configuration des boîtes aux lettres MSS, les traces produites et l'interopérabilité entre les opérateurs. Comme je disais en introduction, l'APLPS est un sujet qu'on promeut depuis 3 ans. Hein. Il y a une task force Ségur dédiée aux opérateurs, typiquement, afin de déployer ce sujet-là auprès des opérateurs, parce que il représente quand même le socle de ces échanges de ces échanges MSS. Donc, il fallait qu'ils arrivent d'abord en premier et que ensuite les LPS arrivent.
Et l'idée de cette APLPS est que cette accroche effectuée entre eux, c'est-à-dire les LPS et les opérateurs, soit la plus ouverte possible. Donc, l'idée étant de ne pas avoir besoin de se rapprocher d'un opérateur pour ouvrir des flux éventuels. Et donc, cette exigence, la conf 04, porte les éléments techniques afin qu'un LPS, en ayant la balle MSS de son client, puisse accrocher, trouver les endpoints, donc les points d'accès, devrais-je dire, de l'opérateur en face. Voilà, donc, cette conf 04 porte typiquement ce principe-là. Et il faut savoir, alors je le dis, j'aurais dû le dire avant de commencer, toutes les exigences que vous avez en rose voilà, sont vérifiables dans ModeCo 2. Donc, avec ModeCo 2, vous pouvez vérifier que votre mise en œuvre de cette exigence, donc l'auto-config, côté MSS, est validée. Autre thème, alors ici on parle de production, de conservation des traces MS Santé. Donc la première l'UX 37 va préciser les traces à produire concernant les actions sur cette MSS, donc la transmission et les documents reçus, et éventuellement les actions effectuées sur ces documents. Et les confs 17 et 18 vont être plus centrés sur les actions des utilisateurs, donc toujours sur le périmètre de la MS Santé. Donc ici, on parle d'accès aux boîtes aux lettres, de consultation, de transfert, de suppression. Et d'ailleurs, Sandra, je ne sais pas si tu souhaites qu'on apporte un peu de précision sur la durée de conservation des traces, parce qu'il y a eu un grand sujet dernièrement. Alors, on a deux grands axes sur ces traces. Vous avez les données médicales en elles-mêmes, où il n'y a vraiment pas de doute sur la durée de conservation. Alors, j'ai un peu de mal avec ces mots-là aujourd'hui. Il n'y a pas de doute sur la durée de conservation des traces, qui est 20 ans. Et par contre, il y avait une interrogation sur la durée des traces liées aux actions effectuées sur ces données. Donc, après échange, en tout cas, de plusieurs experts et tout ça, on a entendu, donc Sandra, n'hésite pas à me corriger, qu'on reste sur une durée de conservation des traces, des actions sur ces données de 20 années. Est-ce qu'on est en phase, Sandra? Ouais, du coup, les équipes juridiques se sont torturées, puisqu'on avait une discordance apparente entre la CNIL, qui précise par exemple dans le référentiel DMP que c'est 6 mois pour les traces techniques, et du coup d'autres juristes et d'autres textes, et notamment ceux qui encadrent la durée de conservation du dossier médical, et y compris la CNIL, que ça pouvait aller jusqu'à 20 ans. Donc tout ça nous a amené, à force de torturer les juristes, à leur faire expliciter le fait qu'on distinguait les traces techniques des traces applicatives. Donc les traces techniques, c'est par exemple les données de paramétrage, traces techniques, qui sont de l'ordre de 6 mois jusqu'à 1 an max. Et puis les traces associées au dossier patient, donc les logs, les données médicales. Et donc celles-ci doivent faire l'objet de traces plus gardées jusqu'à 20 ans. Et dans tous les cas, sont de la responsabilité de traitement du responsable de traitement, qui en l'occurrence en médecine de ville est le médecin lui-même. Merci Sandra pour ces précisions. Alors, le troisième thème ici abordé concerne l'interopérabilité entre les LPS et les opérateurs. Donc, pour ceux qui ont déjà lu un peu d'informations de doc sur cette APLPS, donc comme vous avez vu, on a opté pour un protocole assez distribué, donc c'est du SMTP IMAP. Donc, ce que certains peuvent penser au web service dès qu'on dit API, mais on est vraiment resté sur quelque chose de basique. Donc, c'est du SMTP IMAP sur lequel vous avez une couche ProSanté Connect. Donc, toutes les exigences que vous avez là sur ce thème vont vous permettre, sont vérifiables déjà pour la plupart au sein de ModeCo 2, et elles sont liées à la mise en place une connexion, une mise en place, j'ai envie de dire, d'un canal sécurisé entre les deux acteurs. Donc, ça va être votre solution et l'opérateur en face. Et ensuite, la conformité d'un envoi SMTP ou du IMAP. Donc, je ne vais pas les faire exigence par exigence, mais je vais peut-être parler de celles qui sortent un peu du lot. Mais on va retrouver l'autoconfig, qui est assez majeur, en tout cas sur notre principe d'API LPS, qui fait qu'un LPS puisse accrocher l'interface d'un opérateur sans pour autant le solliciter. Et petite parenthèse, nous, on est très preneurs. Si jamais vous avez ce point-là qui n'est pas
paramétrer en face auprès de l'opérateur, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour que voilà, on puisse prendre notre casquette de régulation pour essayer de corriger la chose. Vous avez des exigences sur le périmètre de ProSanté Connect, hein, donc tout ce qui va être refresh token et déclenchement des sessions, déclenchement de fin des sessions plutôt entre vos deux systèmes, donc votre LPS et l'opérateur. Bon, quelques exigences classiques, hein, donc bien entendu sur l'API LPS et la MS Santé, on n'accepte que de l'IGC Santé, donc des certificats qui sont ici seulement, qui sont produits uniquement par l'ANS. Et pour le reste, j'ai envie de dire, c'est du classique, hein. C'est comment accrocher une interface SMTP ou IMAP et la cinématique de montage d'un canal sécurisé à travers le TLS et les différentes suites de chiffrement qu'il y a derrière. Sachant que les suites de chiffrement sont également imposées par le référentiel 2. Donc, sans rentrer dans tous les détails de toutes les exigences, rapidement, voilà ce que je pouvais mettre en avant sur cette interopérabilité entre vos solutions et les opérateurs MS Santé. Donc, je le redis encore une fois, hein, c'est que lorsque vous allez en production, lorsque vous voulez peut-être essayer des tests avec les opérateurs MS Santé en face et que vous avez, on va dire, des anomalies qui ne devraient pas être, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on puisse voilà, agir sur ce point. Pour finir, je vais partager quand même un peu le souhait, en tout cas, voilà, le souhait de cheminement qu'on souhaite pour vous, éditeurs, sur cette API, c'est que, en premier lieu, voilà, déjà pour votre référencement, hein, il faut que vous passiez sur Modco 2. Donc, ça, déjà, c'est un principe pour le Ségur. Et en second temps, on vous invite voilà, à tester un peu votre mise en œuvre, une fois que vous avez passé sur référencement, à tester votre mise en œuvre avec l'espace de formation Mailise. Voilà. Si vous avez une carte de test, ben, typiquement, vous pouvez accéder à la formation Mailise à laquelle vous pouvez connecter votre logiciel pour vérifier ben, ce que vous avez pu faire avec Modco 2. Ici, au niveau de Mailise, vous êtes en capacité d'envoyer et de recevoir des messages, je dis bien en formation, ben, j'ai envie de dire que voilà, vous êtes très proche d'une conformité pour la production pour aller vers ces opérateurs MS Santé. Parce que eux, par contre, ils seront en capacité de vous demander si vous avez pu valider ben, vos exigences concernant Modco 2. Bon, j'ai envie de dire que ça va de soi. Si vous candidatez à un référencement Ségur avec des sujets MS Santé, ben, vous devriez passer sur Modco 2. Donc voilà ce que je pouvais rajouter. Magali. Il y a pas mal de questions hein, dans la partie questions-réponses. Très bien. Il y en a au moins 4 là, 5. Alors, je te laisse les lire ou je les prends? Bah, ça va être peut-être long de tout lire. Ouais, je veux bien que tu regardes. On commence par celle de Yves M. Martin. Ouais. D'accord, très bien. Donc, comme je l'ai demandé, ne pourrions-nous pas disposer d'environnements DMP et MSS patients qui contiennent les documents que nous devons réceptionner et contrôler afin que le répondeur MSS puisse nous les transmettre et que pour chaque exigence, le cas passant ou non passant soit détaillé, afin d'avoir un process simplifié disposé d'une base de référence qui soit bien documentée. Alors, moi, je vais répondre pour moi, donc ça va être la partie MSS, la partie DMP, je vais avoir un peu plus de mal. Mais enfin, ce que j'entends effectivement de la question de M. Martin, c'est d'avoir un environnement transverse, hein, un environnement transverse qui puisse allier tous ces sujets en une seule fois. Bon, pour l'instant, c'est pas encore disponible, donc il faudra fractionner. Côté MSS, ben, Modco 2 est censé vous offrir tout ce dont vous avez besoin, en tout cas pour vous référencer. La partie patient DMP, bon, malheureusement, je serais bien normal de vous apporter plus de précision que ce que j'ai pu vous dire en amont, c'est que bon, on sait qu'il y a un environnement qui arrive, mais on n'a pas plus de planning. Alors, Mike, je vais apporter un petit complément. Edouard Brice, de nouveau. J'avais répondu par écrit tout à l'heure, même si je ne suis pas encore en capacité de vous donner dans le chat la marche à suivre détaillée, mais ce qui est depuis peu de temps, la semaine dernière, je crois à peu près, le CNDA a bien une procédure qui permet de mettre à disposition un environnement de test patient pour mon espace santé.
Donc, il y a une quinzaine d'éditeurs pour des couloirs d'autres couloirs que Médecine de Ville qui en avaient besoin plus tôt, qui ont expérimenté ou qui sont en train d'expérimenter. Donc, il y a bien des environnements qui sont, de ce que j'ai compris, même si moi, je n'ai pas pu l'utiliser, des environnements à la fois DMP et MS Santé, mais voilà, il y a bien un jeu de données, évidemment, dedans. Donc, ce que je disais dans le commentaire que je fais tout à l'heure, c'est qu'il sera possible, tu précisais Mike, avec Modco, il ne sera pas possible d'échanger avec cet environnement. Par contre, il doit être possible d'échanger avec Mailist. Et voilà, tout ça sous toute réserve, parce qu'il faut voir qu'on vérifie le bon fonctionnement, ce qu'on n'a pas pu faire de notre côté. Mais en tout cas, les procédures sont ouvertes côté CNDA, et les demandes peuvent être faites auprès de l'espace industriel des éditeurs. Parfait. Écoute, merci pour la précision, Edouard. Alors, si je continue, Madame Bignon, bonjour, concernant les traces, il est précisé de ne pas stocker l'intégralité des échanges IMAP SMTP, mais si nous devons conserver les demandes effectuées au serveur, ainsi que les réponses, nous devrions stocker l'ensemble des flux. Pouvez-vous préciser quels éléments doivent être conservés sur les différents types d'appels, ainsi que la durée de conservation nécessaire? Alors, je crois que j'avais déjà répondu à cette question-là. Alors, c'était peut-être pas assez GDIM, mais je pourrais éventuellement te retransférer les détails, Magali. Mais l'idée est que, alors, le premier point qui arrive, Sandra n'hésite pas à compléter, c'est que on demande déjà que l'éditeur soit en capacité de répondre à toute requête judiciaire. Donc, quand on parle de requête judiciaire, on doit pouvoir suivre le cheminement d'un sujet au sein du logiciel. Donc, quel acteur est connecté, bien entendu le redatage, quel acteur est connecté, quelle action a-t-il effectué, quel mail a-t-il envoyé et quelle réponse a-t-il reçu du serveur. Donc, je ne sais pas si ça suffit à répondre à la question, Magali, mais ces différents points-là déjà sont, j'ai envie de dire, la ligne conductrice des traces qu'on devrait pouvoir retrouver du logiciel. Je ne sais pas si ça répond à la question, Magali. Mais en plus de ça, je me note de te transférer les détails de transférer le mail auquel j'avais répondu concernant les traces. Très bien, je continue. Alors, Magali, c'est toi qui as porté la question. Ah, c'est Monsieur Francom, je crois. Bonjour, existe-t-il un document qui énonce les durées de conservation des différentes traces, actions, logs? Du coup, j'ai répondu, Mike. Donc, en fait, la FAQ est en train d'être mise à jour sur ce point pour apporter les éléments de précision qu'on a dit. Ce qui va apparaître dans la FAQ, c'est à la question quelle est la durée de conservation des traces techniques et applicatives des dossiers patients. C'est vrai pour la MSS, mais on demande aussi des traces sur le DMP, on demande aussi des traces, par exemple, sur l'INS. Donc là, ce qu'on vient répondre, c'est les durées de conservation sont sous la responsabilité de traitement du responsable de traitement. En tant qu'éditeur, vos logiciels doivent être capables de gérer 2 durées de conservation distinctes, les traces techniques, par exemple les logs d'erreurs, événements système pour le support et la maintenance du logiciel, conservés sur une courte période de 6 mois à 1 an selon les recommandations de la CNIL. Et 1 an max donc, et ça on renvoie vers les référentiels de la CNIL avec en particulier le guide pratique sur la durée de conservation. Et puis après il y a les traces applicatives, par exemple les journaux d'accès au dossier patient, et là pour des raisons légales et de traçabilité comme tu le disais, ce sera demandé de le conserver jusqu'à une période de 20 ans, conformément à la durée de conservation des dossiers médicaux, et là on renvoie à l'article R1112-7 du Code de santé publique. Et ces traces qui constituent donc des données à caractère personnel, c'est ce que recommandait également le CNOM dans son document puisque les données personnelles et la responsabilité de traitement. Donc il disait bien que les traces en faisaient partie. Il faut donc prévoir des mesures de sécurité adaptées pour une conservation aussi longue, ainsi que des informations adaptées du professionnel et donc responsable de traitement. Par exemple, il y a des conditions générales ou la politique de confidentialité, voire même peut-être la capacité d'adaptation des durées pour ce dernier, puisque les responsables de traitement, si même voulaient adapter la durée de conservation des traces, en théorie, ça devrait pouvoir être possible. Très bien, merci Sandra. Donc je continue. Donc une nouvelle question, Monsieur Brouzet. Il est dommage de ne pas avoir gardé la partie web service qui fonctionne très bien avec Mélis au profit du SMTP IMAP. Alors, il faut savoir que nous on a concerté avec les opérateurs pour le choix de la techno sur la PLPS, et c'est le sujet SMTP IMAP
qui est ressorti favorable parmi ces consultations. Et à l'époque, la partie web service, voilà, on voulait quelque chose avec, j'ai envie de dire, une marge pas très haute. Et le SMTP voilà, a remporté je veux dire, le choix de tout le monde lorsqu'on a concerté avec les opérateurs. Une question de M. Bottegal, de Doctolib. Donc, bonjour. Concernant l'interopérabilité, est-ce qu'il est prévu d'avoir des adresses mail de test pour chaque opérateur majeur afin que la LGC puisse vérifier le bon fonctionnement de l'autoconfigurateur via l'envoi et réception de messages? Alors, c'est une exigence qui est présente dans le référentiel. Tout opérateur doit avoir un répondeur automatique, à minima. Voilà, un répondeur automatique. Donc, ne serait-ce qu'avec le nom de domaine, vous devrez pouvoir vérifier votre mise en œuvre de l'autoconfig. Donc, c'est une exigence. Tous les opérateurs doivent avoir un répondeur automatique sur leur nom de domaine. Une question de Pierre. Doit-on mettre dans les traces le détail du message envoyé par le professionnel? Alors, Sandra, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. Moi, je dirais non. Mais je peux éventuellement me tromper. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir le corps du message. Je pense que les traces d'action devraient suffire. Non, non, du coup, je te rejoins. Donc, ça fait pas partie des traces, hein, le corps du message. Et par contre, on a régulièrement cette question des professionnels, des modalités de conservation du contenu de leurs échanges, puisque certains peuvent, y compris, avoir des impacts médico-légaux, par exemple sur une prise en charge des échanges entre professionnels qui explicite une démarche diagnostique, voire une réflexion thérapeutique. Et donc, régulièrement, les professionnels nous demandent comment ils peuvent faire les exports de leur messagerie et les conserver, mais ça ne fait pas partie à proprement parler des traces. Parfait. Alors, une dernière décroissance concernant les traces. De nouveau, en cas de changement de logiciel, il faudra donc pouvoir les exporter de l'ancien logiciel et les importer dans le nouveau logiciel. Alors, du coup, je vais prendre le point, Mike. Donc, on a actuellement des exigences de portabilité dans le Ségur qui ne portent que sur les documents Ségur. C'était le cas en vague 1, c'est exactement la même chose en vague 2, même si de fait, comme les usages Ségur et les documents Ségur se sont étendus, ça étend cet usage Ségur. Maintenant, il y a la question plus large de la portabilité, qui fait actuellement l'objet d'un groupe de travail avec un lead tripartite représentant éditeur, et en particulier Francis Mambrini de la FEMA, représentant médecin, avec David Azer, 100 000 médecins, et moi-même pour les pouvoirs publics. Donc, on est en train d'y travailler dans le cadre du Conseil du numérique en santé, et donc on est en train de travailler à toutes les données. Par exemple, pour l'espace européen des données de santé ou le Data Act, les traces font pas nécessairement partie des éléments devant être exportés. Pour autant, du coup, il y a un texte qui est en train d'être discuté actuellement en commission paritaire mixte qui sera sur la portabilité de toutes les données dont le médecin est responsable de traitement, donc comme je l'évoquais, potentiellement les traces. Donc ça fait l'objet des travaux en cours. Donc à date actuellement, ça n'est pas ce qui est requis et recommandé, mais il y a un référentiel dédié qui apparaîtra dans les prochains mois. Merci Sandra. Une dernière question de M. Bottegal. Merci pour la réponse sur l'autoconfigurateur MS Santé. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, la liste des emails répondeurs pour chacun des opérateurs pour pouvoir réaliser nos tests? Alors, il y a une structuration qui existe, et la structuration se trouve dans le référentiel 1. Je ne saurais pas vous dire dans quel chapitre ça se trouve, donc avec une recherche, vous devrez pouvoir retrouver l'exigence sur le répondeur automatique, et vous retrouverez la structuration du répondeur. C'est d'être répondeur-test automatique @ le nom de domaine. Je vous dis ça de tête, mais voilà. En vous référant au référentiel 1, vous devrez pouvoir retrouver la structuration. Une autre question. Pour les exigences MSS Conf listées dans votre support, comment un éditeur peut-il fournir ses preuves alors qu'il utilise un web service fourni par un opérateur MSS pour effectuer ses opérations? En bref, lorsque l'implémentation exigée est fournie par un tiers, cela veut-il dire qu'un éditeur ne pourra plus utiliser le web service d'un opérateur MSS tiers pour toutes ses opérations? Alors, c'est une politique qu'on a, que j'aurais dû préciser. Deux choses. Lorsqu'on se place côté opérateur, effectivement, côté référentiel, on
on impose, en tout cas, on demande que l'API LPS soit présente à minima chez tous les opérateurs, mais on ne leur interdit pas d'avoir une interface propriétaire à côté, donc quelle que soit la techno. Mais on souhaite que tous les opérateurs à minima présentent cette API LPS. Donc ça, c'est le côté opérateur. Maintenant, côté LPS, libre à vous, effectivement, de vous connecter à cet opérateur à travers du web service. Mais par contre, si vous candidatez à un couloir Ségur, comme c'est le cas ici, ce qui vous sera demandé, c'est de savoir faire de l'API LPS. Voilà. Donc, l'API LPS est imposée côté opérateur, mais côté éditeur, nous n'avons pas de dispositif pour vous, en tout cas côté MS Santé, pour vous imposer l'API LPS, mais c'est un point qui est imposé dans le couloir, ici, typiquement, couloir médecine de ville. En espérant que ça répond à votre question. Je continue. Oui, alors, question à M. Top. Comment distinguer le serveur PSC du serveur CPS dans la réponse DNS? C'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Comment distinguer le serveur PSC? Est-ce que M. Todd pourrait prendre la parole pour préciser un peu, sa question? Parce que je ne suis même pas sûr de bien la comprendre. Oui, c'est très simple. Quand on interroge le serveur DNS pour obtenir le nom du serveur mail d'une adresse mail, sur Mailis, par exemple, on obtient 2 réponses. Le premier serveur est un serveur qui réclame un certificat client. C'est fait pour s'authentifier avec une CPS. Le deuxième serveur ne réclame pas de certificat client puisque c'est prévu pour une connexion avec ProSanté Connect. Donc ma question, c'est comment je peux faire pour savoir Parce qu'il y a une interrogation à faire avec des critères pour tomber justement sur les points d'interrogation. Donc, c'est la première fois que j'ai cette question-là. Je suis assez surpris. Mais je suis spécialisé est-ce que vous pourrez m'envoyer C'est très bien, ça permet de couvrir, justement, d'effacer toute zone d'ombre. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ces précisions-là à mon adresse mail, s'il vous plaît? Je ne sais pas si je vais vous la mettre dans le chat et je veux bien ces détails-là pour instruction. Ça marche. Alors, je vais la mettre dans le chat, typiquement. Voilà, très bien. Je l'ai essayé dans le chat, donc je veux bien les détails de votre question, s'il vous plaît, et je pourrais y répondre de manière synchrone. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, peut-être que... Non, c'est bon. D'accord, très bien, parfait. Je n'ai plus de questions dans l'onglet questions-réponses, Magali. Je ne sais pas si j'ai bien tout couvert. Mais oui, je pense qu'on a tout couvert. Si jamais on en a raté, vous pouvez vous manifester. Il y en a peut-être une. Je crois qu'on l'a peut-être ratée. Il me semble que... Attends, celle qui est en matière des traces technico-fonctionnelles, est-ce que nous pouvons avoir un format normalisé? Tu avais répondu à ça? Non, je ne pense pas. Et je peux répondre à la question. Non, je ne pense pas que de format normalisé existe. Je vais quand même m'appuyer sur Sandra pour m'assurer que ma réponse est juste. Non, sur les autres couloirs, ce n'est pas le cas. Donc, sur celui-ci, ça... je ne saurais pas répondre à la question. Format normalisé, il faudrait poser la question à l'équipe Interop, je pense, Mike, mais pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance non plus, mais je poserai la question. Alors, la question a été posée par qui, Magali? Alors, c'était Teddy Regard. Monsieur Teddy Regard? D'accord, très bien. Je note. Mike, je peux répondre si tu veux à la question. Il existe bien des formats normalisés, par exemple côté DMP, il y en a. Nous, par contre, on n'en impose pas. On ne le demande pas côté MS Santé. Ok. Bon, très bien. Donc, la réponse. Mais, oui. Est-ce qu'on est bon côté questions à Magali? Voilà, il n'y a plus... Non, oui, on est bon. Je ne vois plus de questions. D'accord. Bon, dans ce cas, je te repasse la parole. Là. Si tu veux conclure. Mais, du coup, du coup, c'est terminé. Tous les chapitres sont passés. Oui. Tous nos chapitres sont passés.
Eh ben, on va clôturer tout ça alors et ce sera disponible avec le support en replay d'ici 1 ou 2 jours. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Et à très Merci bientôt à tout pour le les monde prochains et à webinaires. bientôt. Merci Ah oui, beaucoup. c'est ça, le Merci. prochain jeudi. Ça marche, merci. Au revoir.